Ah Rémi, j'ai vu ton petit dessin. Parfait. C'est ça. Euh, Là, juste à côté, on a trois murs en moellon qui contiennent du verre, que des camions viennent tous les jours vider, des camions de collecte. Ils viennent vider le verre, après ils prennent la petite pelleteuse, ils viennent piler le verre pour que ça prenne moins de place. Et ensuite, avec la petite pelleteuse, il y a un gros camion qui vient, il verse tout ça dans un gros camion qui va mener ça dans un centre de recyclage, je pense. Et on s'est posé la question l'autre jour, à quel moment, alors des camions qui roulent au pétrole, qui vont chercher du verre dans les petits villages, qui l'amènent là, qui le vident. Donc pendant tout ce temps-là, le camion tourne parce qu'il a besoin du moteur pour lever la benne et tout ça. Après, on va prendre une pelleteuse, on va venir verser ça dans un camion encore plus grand, qui va lui aller dans un centre de recyclage, qui va faire fondre le verre à je sais pas combien de température, pour refaire des bouteilles en verre ou autre chose en verre. À quel moment ça demande moins d'énergie que d'avoir un camion qui collecte du verre consigné, quoi. C'est la question qu'on se pose quand on écoute le bruit infernal de ça toute la journée. En fait, quand tu réfléchis, il n'y a pas que la pollution atmosphérique avec des camions. Déjà, il y a de la pollution technologique parce qu'il faut des machines. Et il y a de la pollution sonore. C'est énorme. Le bruit que ça fait, il y a des maisons à côté, quoi. Donc, c'est normal que les gens ils pètent des câbles et ils klaxonnent dans les embouteillages à un moment. Tout à l'heure, tu disais, ça t'arrive de te battre avec toi-même pour te déconditionner, etc., et essayer d'innover dans la tiny house. Et justement, est-ce que tu pourrais nous présenter quelques innovations, quelques créations qui permettent plus de résilience, plus de durabilité, ce genre de choses? Et ben, alors comme ça, dans le désordre, le premier truc auquel je pense, c'est le fait de ne pas avoir de frigo. Alors on le voit de plus en plus dans le low-tech et notamment dans les tiny, depuis qu'il y a eu la tiny du low-tech lab. Mais en fait, pour moi, c'est d'une logique imparable. En hiver, on se bat pour avoir du chaud dans nos maisons parce qu'il fait froid dehors. Et à un moment, on utilise quand même de l'énergie pour avoir une boîte qui fait du froid dans notre maison, alors qu'il fait froid dehors. Et ça me paraît, en fait, et c'est là où c'est marrant de s'apercevoir à quel point c'est des choses qui sont acceptées parce que dans les conventions, quand bien même elles sont complètement aberrantes. Donc moi, avoir un frigo en hiver, c'était hors de question. Et donc il faut réfléchir à comment est-ce qu'on pallie à ça. Donc moi, j'ai par exemple une trappe dans le sol de ma tiny, tu la soulèves et tu as un accès à un garde-manger qui est sous la remorque. Pourquoi? Parce que du coup, il est en extérieur et il est à l'ombre tout le temps. Même en plein été, à midi, ça sera à l'ombre sous la tiny. Et ensuite, moi, je trouve que justement, quand tu dois venir changer une convention, l'idée, c'est de le faire avec considération. C'est-à-dire, moi, j'ai aucun problème à me dire, je dois me mettre à genoux pour aller chercher un truc sous ma remorque. J'accepte, c'est mon compromis à moi. Maintenant, il faut se dire, ok, le commun du mortel, monsieur tout le monde, madame tout le monde, elle va pas avoir envie de faire ça tous les jours, ou lui. Donc, comment est-ce que tu fais pour qu'ils aient le même confort, mais en utilisant moins d'énergie? Et moi, je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui la vraie solution pour les low-tech. Toi, les convaincus, ils n'auront aucun problème à faire des efforts pour consommer moins, si on parle de consommation, tu vois. Mais les moins convaincus, ou même la plupart des gens, ben, ce qu'il faut arriver à trouver, c'est des low-tech qui quasiment ne changent pas leur quotidien, entre guillemets, qui leur demandent pas d'efforts. Je dis n'importe quoi, si on met en place plus personne n'a de voiture, on met que des voitures partagées, il faut que ce soit aussi simple que de prendre sa clé de voiture, ouvrir sa voiture, rentrer dedans et démarrer. Et avec le frigo, ce serait pareil. En fait, il faudrait que ce soit ultra simple, comme la Tiny du Low-Tech Lab. Ben, en fait, c'est dans ta maison, enfin, c'est dans ta cuisine, tu ouvres une porte, donc comme un frigo, et derrière, tu as quelque chose qui est au frais. Voilà. Et je pense que c'est ça la force des low-tech aujourd'hui, c'est vraiment de se dire ça ne demande pas plus d'efforts aux gens, mais par contre ça demande moins d'efforts à la planète. Entre guillemets. Un énorme vice en tout cas, c'est aussi cette nécessité aujourd'hui de courir tout le temps, d'aller vite, de plus en plus vite, mais c'est super dur d'en sortir. Enfin, moi j'en suis complètement euh, touché aussi. Hein. Et en fait, tu as deux discours. C'est soit tu as des gens qui vont être capables de se dire je dois ralentir et je veux ralentir, ce qui est pas facile, en mettant des low-tech labs, en se disant ok, ben en fait, ça prend plus de temps de faire ça, par exemple, je sais pas quoi. D'aller au travail en vélo, ça prend plus de temps qu'y aller en voiture, quoique. Pour la plupart des gens, je pense que justement, pour tous ces gens qui sont pas convaincus et qu'il faut arriver pas à convaincre parce que c'est pas le but, tu vois, mais à faire comprendre qu'il y a d'autres façons de faire. Je pense qu'il faut arriver à mettre en place des trucs qui changent rien justement sur leur confort, sur leur temps, sur leur journée.
Voilà. Après, moi, c'est une prise d'humilité énorme que de prendre conscience que aujourd'hui, j'accepte carrément qu'il y a des choses que je fais qui prennent plus de temps qu'avant. Et en fait, je m'aperçois que c'est même une source de bonheur. Mais c'est vachement dur dans une société où la course est ultra valorisée, où faire les choses très vite est ultra valorisé, de toi être capable de dire bah moi en fait je vais faire ça en moins de temps. Aujourd'hui on a plein de modèles de réussite, tu vois, du style entrepreneuriaux où c'est des choses, des mecs à 18 ans, ils ont fait des trucs incroyables, machin, et on prône vachement la réussite tôt, la réussite rapide. En 6 mois, il a levé 500 000 euros, ou il a développé 30 000 followers, enfin je dis n'importe quoi, tu vois. Alors qu'en fait, on parle de quantité, on parle de rapidité, en fait tout ce qui fait que ça fonctionne pas aujourd'hui. Mais c'est super dur d'en sortir, tu vois, c'est dans notre inconscient collectif et c'est pas évident. Hein. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport au low-tech, moi ce qui m'a énormément aussi aidé, enfin aux habitudes low-tech, donc là je parlais du frigo, mais il y en a sûrement plein d'autres. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je suis passionné de vie en immersion dans la nature, où tu te démerdes un peu avec ta bite et ton couteau, tu vois. Je vis en van, tu vois, là actuellement, je suis beaucoup dans le van. En Colombie, j'ai vécu avec des indigènes, j'ai vécu dans des quartiers compliqués, avec très peu. Et, euh, et en fait, c'est une leçon d'humilité, où tu t'aperçois que déjà, tu as énormément de possessions parasites et qui ne te servent à rien. Et, euh, et en fait, en vivant dans le van en plein été, en fait, tu t'aperçois que oui, tu peux conserver des aliments sans fromage. Oui, tu peux conserver des aliments sans frigo. Mais par contre, c'est juste une autre organisation en fait. Comme quand tu fais du vélo, au lieu de prendre ta voiture, bah, c'est juste une autre organisation. Même quand tu n'as pas de voiture, tu vois, là, je souhaite vendre ma voiture, bah, j'aurais pas cette soi-disant liberté que j'ai jusqu'à maintenant, en me disant je prends mes clés et je fais ce que je veux. Mais c'est juste que quand tu l'as pas, tu t'es débrouillé autrement. Et c'est normal en fait à partir du moment où tu l'as pas. Et je me suis aperçu que du coup, plus on possède et plus on est possédé, entre guillemets. Si quelqu'un qui a rien, enfin comment dire, quand t'as pas de voiture et que c'est normal, imaginons que ça n'existe pas les voitures, pas une seule fois tu diras ah putain en fait si j'avais une voiture j'aurais pu aller beaucoup plus vite pour faire ça. C'est que une fois que ça existe, que tu dis putain si j'avais une voiture je pourrais faire ça. Et en fait on a toujours un truc en plus qu'on aimerait avoir, tu vois, mon téléphone, ouais je pourrais avoir un téléphone mieux, plus petit, qui prend des meilleures photos et qui va plus vite, tu vois. Et pareil pour ma voiture, je pourrais avoir une voiture plus confortable et qui consomme moins. Et ma maison, je pourrais avoir une maison plus grande et puis je pourrais aussi avoir un four mieux. Et puis en fait, et c'est infini parce que il y aura toujours quelque chose de mieux. Et à un moment, on s'aperçoit tous ces gens qui courent après des choses en plus. Mais en fait, dès que tu as quelque chose en plus, il y a encore d'autres choses qui sont mieux que ça. Et c'est une course infinie contre soi-disant plus de confort ou de possession et tout ça. Donc, J'ai cru comprendre que tu avais fait pas mal de recherches. ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as choisi? Pourquoi? Comment ça se Et passe? déjà, c'est très compliqué, je trouve. Justement, je vous disais, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur. Et en fait, c'est ultra compliqué dès que tu veux construire autrement. Dès que tu veux construire alternativement. Parce que c'est pas bien référencé. C'est ultra facile de trouver sur YouTube une vidéo qui te dit comment est-ce que tu coules un mur en béton. Par contre, quand tu dois trouver une vidéo qui te dit comment est-ce que j'installe une menuiserie sur un mur en terre, bah là, tu trouves rien, quoi. Donc déjà, c'est super dur, je trouve. De moins en moins, bien sûr, de plus en plus d'informations dessus, mais c'est assez difficile de s'en sortir. En plus, au milieu de tout ça, tu as tout ce qui est greenwashing. Donc en fait, à quel moment c'est vraiment intéressant? Enfin, tu vois, moi j'entendais parler d'un matériau où les mecs injectaient du carbone dedans pour que cet isolant ait un impact carbone, toi, comme le bois qui stocke du carbone en fait. Tu vois, du coup, il a un impact super positif, donc il est super bien vu, machin. Et tu te dis, mais donc à quel moment on nous contrôle sur le sujet ou pas? Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de recherches, beaucoup d'intuition aussi, beaucoup d'expérimentation. Il y a des trucs que j'ai fait, ça se trouve c'est pas du tout le mieux, tu vois. Mais bon, déjà les tiny en général c'est en bois. Il y en a qui les font en métal, mais c'est très rare, quoi. Donc le bois ça me paraissait évident. Dans mon approche en fait d'un matériau responsable, c'est pas juste ça vient de la nature. C'est est-ce qu'il est biosourcé? Parce que ça veut dire que il vient de la nature, on n'y a pas mis plein de chimie, on n'a pas utilisé plein de technologies pour le créer. Et ensuite, surtout, la fin de de vie de ma maison, parce qu'en fait, tout est permanent à l'échelle de la Terre. Enfin, donc, en fait, ma maison, si elle se retrouve enfouie sous la Terre, eh ben, en fait, est-ce qu'elle va laisser des traces, beaucoup de traces ou pas? Donc pour la structure, le bois me paraissait était évident. Entre les isolants
j'ai fait beaucoup de recherches sur l'isolation la plus adaptée. Le problème des tiny, c'est son poids. C'est vraiment le gros problème des tiny. Il ne faut pas que ça dépasse 3,5 tonnes la remorque, avec la remorque. Donc en gros, tu dois trouver l'équilibre entre poids, budget, ce qui est une réalité, et éco-responsabilité. Donc c'était ça en gros mes grosses recherches sur les isolants. En fait, toutes les tiny sont construites avec du Biofib Trio. C'est ça, je ne sais pas si on verra sur la caméra. C'est un mélange de lin, de chanvre et de coton. Alors tout le monde fait ça, tout le monde utilise ça parce qu'en gros, par exemple Baluchon qui communique énormément sur leur tiny utilise ça. Donc tout le monde utilise ça. En réalité, il y a aussi du métis, qui est un super matériau. Puis il y a plein d'autres choses. Tu as de la fibre de bois, tu as de la laine de mouton, etc. Tu as des matériaux encore mieux, tu vois, là, tout ce qui est paille de riz et tout ça, mais c'est très très lourd. Donc en gros, en léger, ça va être sur ces matériaux-là qu'on va se tourner. Et à un moment, moi je me suis dit, ok, il y a tout ça qui existe. Déjà, est-ce qu'on utilise tous du Biofib parce que Baluchon en met, ou parce que c'est vraiment intéressant? Donc moi au début, j'étais un peu parti sur du métis, un peu en mode, ouais, je fais pas comme tout le monde. Outre tout ce qui est technique, le poids, la densité, la thermique, c'est quasiment pareil en fait. Je suis allé voir l'énergie grise de tout ça. Et là, je suis dans le grand bain, dans l'inconnu, parce qu'en vrai, je vais trouver des chiffres sur Internet, mais comment ils ont été calculés, par qui, pourquoi? Au fond, j'ai fait avec ce que j'avais. Je m'aperçois que le métis a une énergie grise vachement plus forte, donc je vais me demander pourquoi. Et en fait, le métis, ça vient de fibres recyclées, de vêtements. C'est les bornes, le relais, là, qu'on voit beaucoup. Donc ouais, ça demande de la collecte en camion. Donc forcément, l'énergie grise est un peu plus forte. Mais en même temps, est-ce que ça vaut pas le coup d'utiliser de l'énergie grise pour ça? Enfin voilà, c'est ces questions-là. Et finalement, si tout le monde utilisait cette énergie grise-là plutôt que celle de la laine de roche ou la laine de verre, bon, des gens n'en seraient pas là, tu vois. Ou du polystyrène. Donc voilà, je me suis posé ces questions-là. Je me pose la question de qu'est-ce qu'il y a dedans. Ok, il y a du lin, du chanvre, du coton, mais il y a combien de pourcents de liant aussi pour permettre de fixer tout ça? Est-ce qu'il y a des colles? Est-ce qu'il y a des résines synthétiques? Ce genre de trucs. Ouais, j'ai ça, mais j'ai aussi de la laine de mouton au sol et en plafond. Parce qu'apparemment, il y a aussi un intérêt en été avec la laine de mouton. Et puis parce qu'il y a ce côté un peu chauvin que j'aimais bien, tu vois, retour aux sources, puis tu sens ça, c'est trop bien quoi. Donc ça veut dire que je me suis pas arrêté sur un isolant, j'en ai mis 2 parce que j'ai envie de voir les deux. J'aurais pu en mettre d'autres, j'ai aussi de la fibre de bois. La fibre de bois, elle a aussi des colles un peu dedans, donc c'est jamais parfait. La question que je me pose beaucoup aussi, c'est par exemple le lin, le chanvre et le coton, est-ce que c'est des cultures qui ont été faites pour ça? Ou est-ce que c'est des déchets de culture, tu vois? Moi, cultiver des champs de manière intensive ou pas d'ailleurs, l'idée c'est de se dire, est-ce que déjà on fait une culture juste pour ça? Donc on exploite des champs et tout, alors qu'avant ça, on pourrait utiliser des déchets, par exemple ça. Ou les déchets du riz. Et voilà, donc je sais pas, par exemple pour le Biofib Trio, si c'est de la matière première exploitée pour faire de l'isolation ou si c'est de la récup. Quand tu vois des fleurs de coton, tout ce que ça demande en eau, ça me fait chier de dépenser, d'utiliser autant d'eau pour mettre ça dans mes murs. Alors qu'on a d'autres matériaux, tu vois, comme les restes de vêtements, quoi. Donc je pense à tout ça. Est-ce que ça vient de la nature? Est-ce que si ça retourne à la nature, c'est dérangeant? L'énergie grise que ça demande, d'où ça vient? Parce que ok, si c'est peut-être bio et écologique, mais en fait si ça vient d'Inde, c'est un peu emmerdant, alors qu'on a des trucs dans le sud de la France. Donc la provenance, les caractéristiques techniques, parce qu'il faut que ça serve aussi, si ça isole pas, ça sert à rien d'en mettre. La durabilité dans le temps, parce que si dans 5 ans c'est tout pourri, c'est pareil, c'est peut-être pas intéressant. C'est un peu à tout ça que je pense quand je fais ça. À l'intérieur on a un frein vapeur qui permet de protéger l'intérieur des murs, notamment l'isolant, de l'humidité. C'est un frein vapeur là que j'ai en fibre de pin maritime du sud-ouest de la France. Et par exemple, ça j'ai galéré à le trouver, parce que c'est un matériau qui est assez particulier. Les autres freins vapeur que tout le monde utilise, c'est du plastique apparemment. Alors que là, apparemment, c'est des fibres de pin maritime, du papier craft, voilà, des trucs comme ça. Et pour le trouver, à un moment, les mecs, je les ai appelés. J'ai appelé la boîte, je suis tombé sur le patron et je lui ai fait écoutez, vous avez un super produit qui me paraît quand même particulièrement responsable. Mais je vais être obligé de prendre le truc standard parce que je suis un peu incapable de trouver votre produit, quoi. Et donc il m'a dit attendez 2 semaines, on a trouvé un nouveau partenaire qui va le vendre depuis internet, machin. Et donc voilà, c'est aussi marrant de s'apercevoir que c'est des super produits qui sont encore difficiles à trouver des fois. Ça demande aussi de se casser la tête, donc j'aurais pu tout de suite avoir tous mes matériaux sans trop me poser de questions et je serais allé super vite. Non, je me suis un peu cassé la nénette, j'ai appelé ce mec, je fais mais en fait où est-ce que je peux le trouver, comment, ça va me mettre en retard. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Super. Du coup, c'est vrai que ça a l'air compliqué de trouver les matériaux écologiques, etc. Mais il n'y a pas moyen que ça évolue. Justement, moi je me suis aperçu que le plus gros frein au changement, c'était le manque de connaissances. C'est-à-dire que, si quelqu'un sait qu'il peut construire quasiment au même prix, quasiment dans le même temps, sans bousiller la planète,
bah, s'il le sait, qu'on lui a expliqué pourquoi, qu'on est venu répondre à ses peurs, bah, en fait, pourquoi il le ferait pas? Et donc pour moi, c'est vraiment juste le manque de connaissances. Donc je suis très admiratif de la connaissance. Pour moi, c'est vraiment le meilleur investissement à long terme. Et par exemple, nous, c'est pour cette raison-là que toutes les questions dont moi, j'avais pas les réponses et j'ai dû perdre énormément. Enfin, c'est pas de la temps perdu. J'ai dû prendre énormément de temps à les trouver, ces réponses-là, tu vois, sur les isolants, comme on disait. Bah, pour pallier à ça, nous, tout notre projet, il est en open source. Donc il est 100% téléchargeable gratuitement. Il y a un énorme dossier avec les réflexions, les recherches, les matériaux, les plans, que ce soit des plans d'aménagement, que ce soit des plans de détail, d'assemblage, que ce soit la quantité de matériaux utilisés, leur poids, puisque c'est super important en Tiny, leur prix, tous ces trucs sur lesquels tu gagnes un temps de ouf quand tu les as tout de suite. Les détails d'assemblage, les réflexions de conception, toutes les photos de chantier sont partagées sur Instagram, sur Facebook. Ça fait que on essaye de prendre en photo tous les petits détails qui serviront peut-être à 3 personnes. Mais en fait, si ça sert déjà à 3 personnes, bah, c'est ça de gagner. Puis après, sur 3 autres personnes, et puis sur 10 autres personnes. Donc on essaye de penser à tout ce qui pourrait servir d'autres comme nous, on en aurait eu besoin, plutôt que se casser la tête à recommencer 10 fois parce qu'on l'a mal fait. Et tout le chantier est filmé et partagé autant qu'on peut parce que c'est super long à faire sur une série YouTube. Donc en gros, on explique pourquoi, comment, que ce soit pratique ou théorique, pourquoi est-ce qu'on s'est gouré aussi. En fait, on partage nos erreurs parce que t'imagines si tout le monde mettait en commun ses erreurs, les erreurs qu'on ferait plus, quoi. Si on parlait tout à l'heure des pays du Sud, si on leur partageait nos erreurs, on leur dirait mais non, allez-y pas, quoi, faites comme vous faites, continuez. Mais non, j'ai l'impression qu'on attend qu'ils aillent se planter comme nous des fois. Donc pour moi, c'est vraiment le plus gros frein, c'est le manque de connaissances et d'accessibilité. Donc c'est pour ça que nous, c'est tout partagé gratuitement. Il y a aussi les a priori, énormément. Bah, tu vois, on fonctionne, je suis pas psychologue, mais on a quand même un système de fonctionnement. Ce qu'on connaît nous rassure. Donc en fait, quelqu'un qui fait des maisons en moellon depuis toujours et qui demain on lui dit on fait des maisons en paille ou en carton, bah, ça lui fait peur. Pourquoi en fait? Parce qu'il connaît pas, parce qu'il va avoir plein de peurs, plein de préjugés. Donc après, ça va être des peurs qui vont essayer d'être exploitées par des lobbies, par des entreprises, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est aussi de rassurer. Après, on est plein de préjugés, plein de stigmatisation. Ah, mais une maison en paille ou une tiny house, c'est un truc de hippie. En fait, je crois que les meilleurs projets qu'on pourrait faire, ce seraient des maisons, j'ai presque envie de te dire de luxe. Alors, ça veut dire quoi le luxe? Ça veut dire plein de choses, mais en container, en bois, en paille de riz. Et que les mecs rentrent dedans et qu'ils se disent oh, putain, je suis dans une villa. Et en fait, ils savent pas que dans les murs, c'est du riz, du chanvre et des champignons, tu vois. Et parce que ça touchera justement ceux qui sont pas convaincus. Donc pour moi, c'est vraiment le manque de connaissances et le dépassement des peurs et des préjugés. Mais et ça joue beaucoup sur en fait les modes et les conditionnements, toujours pareil. Et l'autre jour, j'avais vu une publication du Moniteur, je crois, qui est une maison d'édition de bouquins de la construction. Et sur la pub du Moniteur, eh ben, le bouquin construction en terre-paille était plus mis en avant que le bouquin construction en béton. C'était la première fois, quoi. Et ça veut dire que les mentalités changent et tout ça. Donc il y a un énorme effet de mode, en fait. Finalement, qu'on construire en paille, ce sera à la mode. Finalement, tout le monde le fera. Même les gens qui ne sont pas éco-responsables, en fait. Donc en fait, malheureusement, ça joue beaucoup sur la mode et sur ce qui est vendu comme stylé ou pas, quoi. Je voulais en savoir plus sur cette passion que tu as pour le partage de savoir-faire, Ah ouais. les efforts que tu mets dedans et la gratuité aussi, qui est pas forcément logique pour tout le monde. C'est marrant parce que si je remonte en arrière, quand j'ai eu ma première voiture, et tu vois, j'étais un petit mecton, machin, le truc quand t'as 18 ans et que t'es un petit mec de la campagne, il faut te mettre un caisson de base dans ta voiture, tu vois. Et donc je vais pour faire ça, et j'y arrivais pas, quoi. J'étais incapable de faire, les branchements ça marchait pas, et en fait j'avais pas du tout d'éducation vraiment de bricolage, par exemple, pour parler de ça, ou d'électricité. Et ça m'a dégoûté, vraiment j'étais dégoûté de pas savoir faire. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Bah, j'ai pris les photos de tout ce que j'ai fait, et j'ai fait un blog, un Skyblog à l'époque, tu vois, sur Skyrock, quoi, où le truc s'appelait Sono Citroën C3, quoi. Et j'ai partagé tout ça, mais le temps que je réfléchis, quand je réfléchis le temps que ça m'a pris, j'ai partagé toute l'installation d'un caisson de base dans une C3, quoi. Et c'était ridicule, enfin, c'était moche, tu vois. Mais en même temps, des fois, j'y allais des années après parce que, pour X raisons, tu vois. Et je voyais des commentaires de gens, ah ouais, t'as fait comme ça, et là c'est comment, et machin. Et je fais, putain, mais c'est hallucinant en fait, ça a servi peut-être à 3 personnes, mais ça a servi. Et je faisais ça, mais c'était ridicule, j'avais même pas la DSL, enfin, c'est tant de dire que je galérais. Et je me suis aperçu que j'ai toujours aimé cette transmission-là. Pendant mes études, je me suis mis à écrire un bouquin sur les courants architecturaux, justement ultra graphique pour les gens qui, comme moi,
sont des teubés de tout ça, n'y connaissent rien et qui sont perdus en fait quand on leur explique ou quand on lit un bouquin énorme sur ça. Et il me fallait des dessins, une frise chronologique tout le temps pour savoir où j'étais positionné. Bref, je me suis dit, tiens, je vais faire ça parce que ça pourrait aider les gens comme moi j'en ai eu besoin. En fait, je vois ce qui me manque et j'ai envie de l'apporter à d'autres. Une fois que moi je l'ai pallié pour moi. Et je me dis tout ce temps-là, je dis n'importe quoi, si ça m'a pris 3 ans, je dis n'importe quoi, à trouver quelque chose, une info ou des notions d'architecture écologique, bah, si je le condense et que je le résume et que je le partage à quelqu'un, ça va lui prendre 3 heures. Et il aura du coup 3 ans pour aller encore plus loin. Et je me dis, si on fait tout ça, dans quelques années, bah, c'est bon, on régénère la planète, tu vois. Donc voilà, là c'était pour moi tellement normal, je sais pas vraiment, c'était normal quoi. Je me suis pas posé la question, je me suis dit, il faut le partager. Pour moi, ce que j'ai mis 2 ans à le faire, ben, la prochaine personne, elle pourra peut-être le faire en 2 mois. Et, la gratuité, pour moi, ça me paraissait évident aussi parce que je sais pas, c'était évident. L'autre jour, je suis intervenu avec des étudiants parce que du coup, toujours dans cette transmission, j'interviens dans des écoles avec des étudiants, tu vois. Et il y a quelqu'un qui m'avait demandé de présenter le projet de la Tiny. Et je leur explique ce truc de contenu open source. Et il y a un étudiant, il me dit ouais, ok, mais t'as pas peur qu'on te vole tes idées et qu'on fasse de l'argent avec, quoi. Et je lui dis bon, normalement, c'est un peu protégé par le open source, même si c'est jamais vraiment protégé, tu vois. Et après, je lui dis, en fait, si un jour il y a un mec qui me vole mes idées, qui construit une tiny, ou qui vend des tiny, en fait, j'ai gagné. Parce que ça veut dire que peut-être qu'il aura construit une tiny plutôt qu'une maison en moellon, tu vois. Et c'est exactement le but du truc, donc qu'on y aille, quoi. Et un énorme frein aussi, c'est ça, c'est cette propriété infinie, quoi. Soit la propriété intellectuelle, la propriété terrienne, c'est ce qui génère plein de problèmes. Donc moi je suis assez convaincu du simple partage de connaissances et je suis persuadé que ça m'apportera autre chose en échange. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à vous les gars, je sais pas si ça allait mais... Plus fortement que je ne voulais tout.